Quand ces fameuses multinationales, Monsanto, Syngenta, Limagrain et compagnie disent mais les OGM sont là pour sauver l'humanité ou en tous les cas pour éradiquer la faim dans le monde. Est-ce qu'on peut y croire aujourd'hui ? Non, c'est évidemment l'argument tarte à la crème qui en fait émane de communicants de chez Monsanto. C'est-à-dire qu'en fait, avec les OGM, on est comme avec beaucoup de technologies d'ailleurs, au lieu de développer une technologie pour répondre à une utilité sociale, c'est-à-dire une problématique qui est posée, puis on essaie de mettre sur la table les différentes alternatives qui permettraient d'y répondre, qui permettraient de résoudre le problème, que ce soit un problème de santé humaine, de santé animale ou un problème de santé végétale, de mettre à plat toutes les alternatives et puis de discuter, de les mettre en contradiction, de voir quels sont les bénéfices, quels sont les risques, quelles sont celles qui permettent d'arriver aux meilleurs résultats en minimisant les risques, etc. On fonce tête baissée dans des technologies qui permettent de rapporter beaucoup de profits à court terme. Et il faut donc, on est dans l'invention de l'utilité sociale. C'est-à-dire que pour vendre cette technologie, c'est exactement comme les effets spéciaux avec le cinéma. Les effets spéciaux, c'est fait pour surmonter une difficulté technique dans la réalisation d'un film, par exemple. Et puis on a des gens qui ont fait des effets spéciaux pour faire des effets spéciaux. Voilà, parce qu'ils avaient envie de montrer ce qu'ils savaient faire avec leurs effets spéciaux. Et pour que ça se vende, on nous invente une histoire autour pour que ça ressemble à un film. Et bien on est exactement dans la même démarche. C'est-à-dire au lieu d'utiliser les OGM pour ce qu'ils sont dans le laboratoire, c'est-à-dire un outil au service du chercheur, et d'accumuler des connaissances, et au hasard de ces connaissances, de pouvoir développer des stratégies subtiles et moins invasives que l'artillerie lourde des OGM ou la thérapie génique, etc. Non, on fonce tête baissée dans une technologie, les OGM pour les plantes, la thérapie génique pour les problèmes de maladies génétiques humaines. Et puis, pour que ça se vende, on nous invente une utilité sociale. Alors, dans le domaine médical, l'utilité sociale est toute trouvée. Mais dans le domaine des plantes, évidemment, on est dans l'invention avec nourrir la planète, fabriquer des médicaments, alors que la technologie OGM permet de fabriquer des médicaments depuis 35 ans dans les labos sans qu'on ait jamais eu besoin de mettre des OGM en plein champ. Les agrocarburants, c'est-à-dire ceux-là même qui prétendent nourrir la planète avec les OGM, n'ont aucun scrupule à nous annoncer sans sourciller qu'on va détourner des terres agricoles pour remplir les réservoirs des bagnoles des pays riches au détriment des assiettes des pays pauvres. Les mêmes. Donc on voit vraiment que tout est bon à prendre pour donner une crédibilité à leur technologie. Et donc c'est ça qui est assez insupportable aussi pour moi en tant que scientifique et pour d'autres, évidemment, je ne suis pas le seul, c'est que ceux-là même qui sacrifient la science sur l'autel des intérêts économiques à court terme sont les premiers à se réfugier derrière la science quand leurs mêmes intérêts sont en danger. C'est-à-dire que quand les OGM sont attaqués, on nous dit mais c'est la science, c'est le savoir, c'est le progrès, on ne peut pas être contre la science. Voilà, c'est-à-dire qu'on confond le modernisme et le progrès. La bombe à neutrons, c'est peut-être moderne, pour moi, ce ne sera jamais le progrès. Eh bien, au prétexte que les OGM, ça sort de laboratoire avec des gens en blouse blanche, ça s'appelle le progrès. Maintenant, je suis désolé, ça ne s'appelle pas forcément le progrès. Tu as répondu d'ailleurs en partie à la question que je voulais te poser, parce que c'est la première. Quelle est l'utilité sociale des organismes génétiquement modifiés, des plantes génétiquement modifiées ? Mais cette question-là, elle n'est jamais posée. Et d'ailleurs, Jacques Testard a fait un super petit bouquin qui est paru, qui vient de paraître aux éditions CNRS, qui s'appelle « À qui profitent les OGM ?» Et le sous-titre, c'est le tournant de l'affaire Seralini, c'est-à-dire qu'il part justement de l'aspect sanitaire des OGM, de l'évaluation sanitaire des OGM, avec toute la polémique autour de l'affaire Seralini, de l'étude Seralini, mais il aborde la question sous un angle d'utilité sociale. Et le problème, c'est que dans l'évaluation des OGM, comme dans l'évaluation de n'importe quelle technologie, on a en fait un comité d'évaluation dans lequel il y a un collège scientifique, et c'est tout. C'est-à-dire des techniciens, des gens qui vont évaluer sur l'aspect purement technique. Mais il n'y a pas de collège économique, éthique et social qui vont discuter de l'utilité sociale. Alors on a une exception, c'est au Haut Conseil des biotechnologies, où il y a un collège économique, éthique et social à côté du collège scientifique, sauf que le collège scientifique et le collège économique, éthique et social ne se réunissent pas autour de la même table, parce qu'il ne faut quand même pas déconner, on ne va pas mélanger les serviettes et les torchons. Le collège scientifique émet un avis, le collège économique, éthique et social émet des recommandations. Donc on est loin du compte, et dans tous les autres comités d'évaluation, et notamment au niveau de l'Europe, l'Agence européenne de sécurité alimentaire, l'EFSA en anglais, eh bien, plus connue sous l'acronyme anglais EFSA, donc l'AESA en français, eh bien, cette agence d'évaluation, elle n'est dotée que d'un collège scientifique. Il n'y a pas de collège économique, éthique et social. Donc les aspects sociétaux, les aspects éthiques avec la brevetabilité du vivant, par exemple, les OGM, etc., la confiscation de l'outil des paysans, etc., tout ça, c'est pas discuté. Et donc les alternatives qui pourraient permettre d'arriver au même résultat si problème il y a, parce que, encore une fois, le problème souvent est inventé.
Hein, on nous invente des problématiques agricoles auxquelles il faut répondre avec une technologie. En réalité, si on va voir ceux qui ont inventé l'agriculture, c'est-à-dire non pas les chercheurs ni même les agronomes, mais les paysans, qui sont les premiers généticiens du monde, eh bien, à travers la diversité génétique de tout ce qu'ils ont pu générer à travers la sélection massale pendant des millénaires et à travers la diversité des pratiques culturelles dans le monde, les solutions sont toutes trouvées. Mais ça ne plaît pas parce que ça ne s'appelle pas le progrès. Parce que pour que ça s'appelle le progrès, il faut que ça sorte de gens en blouse blanche des labos. Mais comme ce sont les paysans, ça ne s'appelle pas le progrès. Alors que ce sont les premiers généticiens du monde. Et puis surtout, ça ne rapporte pas d'argent. Voilà, parce que l'idée, c'est quand même de mettre un brevet sur les plantes, et de confisquer, et du coup de devenir propriétaire de l'alimentation mondiale. Parce que les plantes en question, c'est pas n'importe quelle plante, c'est des plantes qui nourrissent. Et donc mettre des brevets sur ces plantes-là, c'est détenir l'alimentation mondiale. Et en termes d'armes de dissuasion, je dirais même que le nucléaire à côté, c'est pipeau. Je dirais quelques firmes semencières qui détiennent l'alimentation mondiale, elles ont le pouvoir absolu. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dès que vous vous opposez d'une manière ou d'une autre, que vous êtes critique vis-à-vis de cette technologie, vous vous attirez des foudres extraordinaires parce que vous vous opposez à tout un système au-delà de la simple sphère scientifique, vous vous opposez à tout un système avec un pouvoir, avec des enjeux financiers considérables.